Cette histoire commence au Chili, où l'on nous montre une région isolée dans laquelle se trouve une immense mine. Tous les habitants des environs gagnent leur vie en travaillant dans cette mine. Nous sommes le 5 août 2010. Comme chaque jour, plusieurs habitants du village se rendent dans la mine pour travailler. De son côté, l'ingénieur chargé de la sécurité se rend auprès du propriétaire de la mine et lui explique qu'il a trouvé un morceau de verre à l'intérieur. En réalité, lorsque les mineurs creusent dans la montagne, des morceaux de verre sont volontairement placés dans certaines zones. Ainsi, si des roches se déplacent sous terre, le verre se brise et cela permet de détecter un danger potentiel. L'ingénieur affirme qu'il faudrait arrêter immédiatement les travaux. Cependant, le propriétaire refuse et lui répond qu'il est impossible de suspendre l'activité de la mine. Pendant ce temps, un camion transportant 33 ouvriers descend dans la mine. Celle-ci est si vaste qu'il faut plusieurs heures pour atteindre les zones de travail. Les mineurs se trouvent désormais à environ 1700 pieds sous terre, tandis que d'autres travaillent encore 600 pieds plus bas. Depuis 10 ans, l'exploitation a creusé toujours plus profondément dans la montagne. Lorsque l'ingénieur de sécurité arrive à l'intérieur de la mine, il découvre plusieurs autres morceaux de verre brisés. Cette découverte l'inquiète énormément. Peu après, il aperçoit une énorme fissure dans la paroi rocheuse. À cet instant, à 1700 pieds sous terre, où travaillent les 33 mineurs, le sol commence soudainement à trembler. Tout le monde panique. L'ingénieur de sécurité rassemble les mineurs et les fait monter dans un véhicule afin de tenter de les évacuer. Mais un éboulement se produit et bloque complètement la galerie qui leur permettrait de sortir. Les mineurs ne savent plus quoi faire. Ils décident alors de descendre encore 600 pieds plus bas, là où travaillent d'autres mineurs, car il existe également une sortie dans cette direction. Ils dirigent leur véhicule vers cette zone. En chemin, ils aperçoivent 2 mineurs qui courent derrière le camion. L'un des mineurs, Mario, les aide à monter à bord. Alors qu'ils continuent leur descente, ils croisent un autre véhicule. Ils transportent les mineurs qui travaillaient plus bas. Eux aussi ont été victimes d'un éboulement et leur voie de sortie est totalement bloquée. Puis la route elle-même commence à se fissurer. Les mineurs descendent précipitamment du véhicule pour se mettre à l'abri. Avant même qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passe, un gigantesque bloc rocheux s'effondre devant eux et obstrue complètement le passage point. Le rocher qui s'effondre est tellement énorme que le bruit de l'explosion est entendu jusqu'à la surface. Les personnes qui se trouvent à l'extérieur comprennent immédiatement qu'un grave accident s'est produit dans la mine. À l'intérieur, plusieurs mineurs sont blessés à cause de l'éboulement. Leurs compagnons essaient de les soigner, mais ils ne disposent ni du matériel ni des médicaments nécessaires. Lorsque la poussière retombe enfin, Mario constate qu'un gigantesque bloc de pierre bloque totalement leur chemin. Il est impossible de le franchir ou de passer de l'autre côté. À l'extérieur de la mine, les familles des mineurs se rassemblent rapidement. Tout le monde a appris qu'un accident s'est produit et que des hommes sont piégés sous terre. Grâce aux médias, la nouvelle se répand dans le monde entier à une vitesse incroyable. À l'intérieur de la mine, le superviseur, qui s'appelle Luis, compte les hommes présents. Il constate qu'ils sont exactement 33. Il existe dans la mine une zone de refuge spécialement conçue pour ce genre de catastrophe. Cependant, elle n'est prévue que pour accueillir 30 personnes. Mario fait alors remarquer qu'il existe aussi des cheminées d'aération. Selon lui, il devrait être possible de remonter par là grâce à des échelles. Luis emmène donc 29 hommes vers la zone de refuge, tandis que Mario part avec 2 autres mineurs vers les cheminées d'aération. Ils atteignent rapidement l'une de ces cheminées. Mario commence à grimper à l'échelle, mais après avoir monté quelques mètres, il découvre que les échelles sont complètement détruites. Probablement à cause des secousses du tremblement de terre, elles se sont effondrées. Les 3 hommes comprennent alors qu'ils ne pourront pas sortir par cet endroit. Déçus et découragés, ils retournent vers le refuge. Pendant ce temps, les 30 autres mineurs arrivent à la zone de refuge. Ils découvrent rapidement que les réserves de nourriture sont très limitées. Il n'y a pratiquement pas de médicaments non plus. Mario et ses compagnons rejoignent finalement le refuge. Personne ne sait si quelqu'un viendra les sauver. Ils sont enfermés à une profondeur immense sous la terre. Alors que chacun est perdu dans ses pensées, le sol se remet soudainement à trembler. Tous sont persuadés que leur fin est arrivée. Ils n'aperçoivent devant eux que l'obscurité et le désespoir. Les mineurs commencent à prier Dieu et à demander sa protection. Puis, après quelques instants qui leur paraissent interminables, les secousses cessent d'elles-mêmes. À l'extérieur, les familles des 33 mineurs continuent d'affluer près de l'entrée de la mine. Elles veulent savoir ce qui se passe sous terre et demandent des explications aux responsables de la mine. Mais les agents de sécurité tentent de les repousser, allant même jusqu'à sortir leurs armes pour les éloigner. Les familles refusent cependant de partir. Leurs proches sont toujours prisonniers sous terre.
Elles crient, protestent et passent toute la nuit devant la mine dans l'espoir d'obtenir des nouvelles points. Le lendemain matin, un responsable du secteur minier se rend auprès du président du Chili pour l'informer de la catastrophe. Il lui explique que plusieurs mineurs sont piégés sous terre et qu'il faut organiser une opération de secours. Le président répond d'abord que cette mine appartient à une entreprise privée et que c'est donc au propriétaire de prendre ses responsabilités. Mais le responsable des mines lui explique que les propriétaires ne possèdent ni les équipements ni la technologie nécessaire pour réaliser un sauvetage aussi complexe. Il ajoute que l'affaire est désormais connue dans le monde entier et que sauver ces hommes montrerait au monde la capacité du Chili à faire face à une telle catastrophe. Le président finit par être convaincu et donne son accord. Faites tout ce qui est nécessaire pour les sauver. Le lendemain, le responsable des mines arrive sur le site de la catastrophe. Devant les familles réunies, il promet qu'il fera tout son possible pour retrouver les mineurs. Il rencontre ensuite le propriétaire de la mine. Celui-ci reste très pessimiste. Selon lui, l'effondrement est tellement important qu'il est probablement impossible que quelqu'un ait survécu. Il explique également que les mineurs se trouvent à une profondeur extrême et qu'il faudrait plusieurs mois pour atteindre cette zone. De plus, le refuge ne contient que quelques jours de nourriture. Même si les secours parvenaient à atteindre les mineurs, ceux-ci seraient probablement déjà morts de faim. En entendant ces arguments, le responsable des mines commence lui aussi à perdre espoir. Il sort alors pour s'adresser aux familles. À l'aide d'un haut-parleur, il annonce qu'il n'est peut-être pas possible de lancer une opération de sauvetage, car il est peu probable que quelqu'un soit encore en vie. À ce moment-là, une femme dont le frère est coincé dans la mine s'approche de lui et lui donne une gifle. Elle refuse d'accepter que son frère soit mort. Autour d'elle, les autres familles se mettent également à protester. Elles supplient les autorités de sauver leurs proches. En voyant leur détresse, le responsable des mines change d'avis. Il décide qu'il faut tenter le sauvetage malgré toutes les difficultés. Avec l'aide du président, il fait venir des spécialistes et des ingénieurs miniers. Après avoir étudié la structure de la montagne, ceux-ci concluent que les 33 mineurs pourraient se trouver dans la zone de refuge. Ils expliquent qu'un énorme éboulement a provoqué l'effondrement d'une grande partie de la mine. La seule solution consiste désormais à forer la roche afin d'atteindre les hommes coincés sous terre. Pendant ce temps, dans le refuge, les mineurs commencent à se disputer à propos de la nourriture. Les réserves diminuent rapidement et chacun craint de mourir de faim. Mario intervient alors. Il explique que s'ils veulent survivre jusqu'à l'arrivée des secours, ils doivent rationner chaque aliment avec une discipline absolue. Il propose que chacun ne consomme que de très petites quantités chaque jour. Les mineurs acceptent finalement cette décision. Ils commencent alors à survivre avec seulement quelques gorgées de lait et quelques biscuits par jour. À la surface, les équipes de secours installent d'immenses machines de forage. Leur objectif est de percer la montagne pour établir un contact avec les mineurs. Mais la roche est extrêmement dure. Les foreuses se cassent régulièrement. Les ingénieurs rencontrent de nombreux problèmes techniques. Malgré cela, ils continuent de travailler jour et nuit sans interruption. Parallèlement, un camp est installé près de la mine pour accueillir les familles. Personne ne souhaite rentrer chez soi tant que les mineurs n'ont pas été retrouvés. Les jours passent lentement. Sous terre, les hommes vivent dans l'obscurité, la chaleur et l'incertitude. Puis un jour, ils entendent enfin un bruit venant de la roche. C'est le son d'une foreuse. Immédiatement, l'espoir renaît parmi eux. Ils comprennent que quelqu'un est en train de les chercher. À la surface, les équipes poursuivent leurs efforts sans relâche. 12 jours passent ainsi. Après près de 2 semaines de travail, l'une des foreuses atteint enfin la profondeur du refuge. Tout le monde pense que le contact va être établi. Mais la chance n'est pas de leur côté. Le forage débouche à environ 12 mètres de l'endroit où se trouvent réellement les mineurs. Cette distance paraît faible, mais dans les conditions de la mine, elle est impossible à franchir. Les mineurs ne peuvent pas atteindre le trou. Les sauveteurs ne savent même pas qu'ils sont passés tout près. Après tant d'efforts, cette tentative échoue. À l'intérieur du refuge, la situation devient critique. Les réserves de nourriture sont presque totalement épuisées. Il ne reste pratiquement plus rien à manger. Les hommes commencent à s'affaiblir dangereusement. Et malgré tous les efforts des secours, personne ne sait encore si les 33 mineurs sont vivants ou morts. Les jours continuent de passer et les équipes de secours refusent d'abandonner. Même si plusieurs forages ont échoué, les ingénieurs décident d'essayer encore et encore. Sous terre, la situation devient de plus en plus difficile. Les mineurs ont presque épuisé leurs réserves de nourriture. Certains commencent à perdre espoir, tandis que d'autres essayent de maintenir le moral du groupe. Mario et Luis rappellent sans cesse à leurs compagnons qu'ils doivent rester unis s'ils veulent survivre. Pendant ce temps, à la surface, les familles attendent toujours des nouvelles. Elles vivent désormais dans un camp installé près de la mine.
Jour après jour, elles espèrent entendre enfin une bonne nouvelle. Puis, après plusieurs semaines d'efforts, une nouvelle foreuse atteint enfin la zone où se trouvent les mineurs. Cette fois, le forage traverse réellement l'endroit où ils sont réfugiés. Lorsque les mineurs découvrent le trou de forage, leur joie est immense. Ils comprennent immédiatement qu'ils ont enfin été localisés. Ils attachent alors un message au forêt afin qu'il remonte jusqu'à la surface. Sur ce message, ils écrivent « Nous allons bien. Nous sommes les 33 réfugiés dans l'abri ». Quand le message arrive à la surface, l'émotion est énorme. Les sauveteurs se mettent à crier de joie. Les familles pleurent, s'embrassent et remercient Dieu. Après plus de 2 semaines sans aucun contact, le monde entier apprend que les 33 mineurs sont toujours vivants. Cette nouvelle fait la une des journaux dans de nombreux pays. Le président du Chili se rend lui-même sur le site pour soutenir les familles et les équipes de secours. Maintenant que les sauveteurs savent où se trouvent les mineurs, une nouvelle phase commence. À travers de petits tubes introduits dans le trou de forage, ils envoient de l'eau, de la nourriture, des médicaments et des lettres. Pour les mineurs, ces colis représentent un immense soulagement. Ils reçoivent également des lampes, des vêtements propres et du matériel médical. Des médecins communiquent régulièrement avec eux depuis la surface. Ils surveillent leur état de santé et leur donnent des conseils pour tenir le coup. Les psychologues interviennent aussi afin d'aider les mineurs à rester mentalement forts. Sous terre, les hommes essayent d'organiser une vie quotidienne. Ils se répartissent les tâches, nettoient leur espace de vie et maintiennent une certaine discipline. Mais l'attente est longue. Les ingénieurs expliquent qu'il faudra encore plusieurs mois pour forer un tunnel suffisamment large pour les faire remonter. Les mineurs doivent donc continuer à vivre sous terre. Pendant ce temps, les équipes de secours élaborent un plan très complexe. Une capsule spéciale est conçue pour remonter les mineurs un par un à travers un puits extrêmement étroit. Des spécialistes du monde entier participent au projet. Chaque détail est étudié afin d'éviter le moindre accident. À la surface, les familles suivent les progrès du forage avec impatience. Chaque mètre gagné rapproche un peu plus les mineurs de la liberté. Sous terre, malgré la fatigue, la peur et les difficultés, les 33 hommes gardent désormais un objectif clair. Tenir bon jusqu'au jour où ils pourront enfin revoir leur famille. Les semaines passent et les équipes de secours poursuivent leur travail sans relâche. Jour et nuit, les énormes machines forent la montagne afin de créer un puits suffisamment large pour permettre le sauvetage. À chaque nouveau mètre creusé, les familles retrouvent un peu plus d'espoir. Sous terre, les mineurs continuent de patienter. Même s'ils reçoivent désormais de la nourriture, de l'eau et des médicaments, la vie reste extrêmement difficile. Ils vivent dans un espace réduit, loin de la lumière du soleil, depuis déjà plusieurs semaines. Finalement, après de nombreux efforts, les ingénieurs annoncent une excellente nouvelle. Le tunnel de sauvetage est enfin terminé. La capsule spécialement construite pour l'opération est prête. Cette capsule, appelée Phoenix, est étroite et ne peut transporter qu'une seule personne à la fois. Avant de commencer le sauvetage, les mineurs reçoivent des instructions détaillées. Ils doivent porter un casque, des lunettes de protection et un équipement médical. Les médecins examinent chaque mineur afin de déterminer dans quel ordre ils remonteront. Le monde entier suit l'événement en direct à la télévision. Des journalistes venus de nombreux pays sont présents sur place. Les familles attendent avec impatience près du puits de sauvetage. Puis arrive enfin le grand moment. La capsule descend lentement dans les profondeurs de la mine. Pendant de longues minutes, elle s'enfonce dans l'obscurité jusqu'à atteindre les mineurs. Le premier homme prend place à l'intérieur. La capsule commence alors à remonter. À la surface, tout le monde retient son souffle. Lorsque la capsule apparaît enfin à l'entrée du puits, une immense explosion de joie éclate. Le premier mineur est sain et sauf. Sa famille court vers lui et le serre dans ses bras. Les sauveteurs applaudissent tandis que les caméras du monde entier retransmettent ces images historiques. Un à un, les autres mineurs remontent à leur tour. À chaque arrivée, l'émotion est immense. Certains retrouvent leurs épouses, d'autres leurs parents, leurs enfants ou leurs frères et sœurs. Après 69 jours passés sous terre, le dernier mineur remonte finalement à la surface. Toute l'opération est un succès. Les 33 mineurs ont été sauvés. Les familles pleurent de bonheur. Les sauveteurs célèbrent leur victoire. Le président du Chili félicite toutes les personnes qui ont participé à cette mission exceptionnelle. Cette histoire devient alors un symbole mondial de courage, de solidarité et d'espoir. Malgré les difficultés, la peur et les dangers, les 33 mineurs n'ont jamais cessé de se battre pour survivre. Et grâce à la détermination des sauveteurs et au soutien de leurs familles, ils ont tous pu rentrer chez eux vivants. L'ingénieur finit par...